Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Une semaine au cours de laquelle le Québec et l'Ontario ont présenté leur budget en attendant celui du gouvernement fédéral le 19 avril. C'est d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, il a été beaucoup question de budget cette semaine. Québec, on vient de le voir, mais aussi l'Ontario, entre autres, ont présenté leur budget. Et on a aussi appris finalement que le budget fédéral sera présenté le 19 avril. Joël Denis, je commence avec vous. Sur ce budget du Québec, bon, un déficit de 15 milliards pour l'année en cours. Québec qui se donne 7 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un budget qui, je pense, est ancré dans la réalité, en ce sens que on ne mise pas sur l'austérité pour se sortir de la dèche, parce que la dèche, elle est quand même là. L'encre rouge coule à flot, comme vous l'avez dit, pendant 7 ans. Donc, on va continuer d'investir parce que c'est un budget qui doit tenir compte d'une réalité. Nous sommes encore dans une crise économique créée par la pandémie qui n'est pas encore terminée. Donc, il faut comprendre aussi que le Québec mise beaucoup sur l'aide fédérale éventuelle pour pouvoir établir l'équilibre budgétaire. Et cette aide va peut-être venir dans le prochain budget. En fait, on a eu une indication que le gouvernement fédéral était prêt à donner 7 milliards de plus aux provinces pour la santé et des projets d'infrastructure. Donc, peut-être que la situation qui est décrite aujourd'hui, le ministre des Finances du Québec, va être un peu plus rose grâce à ce chèque qui va venir d'Ottawa au cours des prochaines semaines. Oui. Altia, sur le budget de l'Ontario qui a été présenté mercredi, bon, un déficit du côté de l'Ontario de 33 milliards pour cette année. On a aussi chiffré le plan de vaccination, un plan de 1 milliard de dollars, alors que la vaccination accuse des retards en Ontario. Quels vont être les impacts de ça à prévoir sur le gouvernement Ford? Bien, je ne sais pas si le 1 milliard va vraiment sauver tous les problèmes. Il y avait aussi plus de 6 milliards de dollars pour les tests, le dépistage, la recherche des contacts. Le plus gros problème, je pense que c'est vraiment la manière dont semblent les 34 différentes régions de l'Ontario semblent pouvoir mettre leur plan en action. Il y a beaucoup de gens qui ont la misère à se trouver des vaccins. Je pense aux gens qui ont 60 à 75 ans, qui ont le droit d'avoir le vaccin AstraZeneca, qui ne semblent pas trouver de place dans la capitale nationale, comme exemple ici à Ottawa. Mais plus que ça, je pense que les lacunes dans le budget, on entend ça du côté du NPD, qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les soins de longue durée, qu'il n'y avait pas d'argent pour embaucher des nouveaux enseignants, pour réduire la grandeur des classes, qu'il n'y avait pas d'argent supplémentaire pour des congés payés. Peut-être que le gouvernement mise même avec 186 milliards de dollars, ça se peut que c'est peut-être pas assez, surtout si on rentre dans une troisième vague. Conrad, je le disais d'entrée de jeu, on a finalement appris que le budget fédéral va être présenté le 19 avril. Mais entre-temps, surprise aujourd'hui, et Joël le mentionnait, Ottawa a débloqué quelques milliards de dollars pour les provinces pour les aider, entre autres, à faire face à leurs dépenses en santé. C'est une somme qui est non récurrente, c'est ce qu'on a précisé aujourd'hui. On se demande quand même, est-ce que ça ouvre la porte à de possibles augmentations dans les paiements de transfert en santé dans ce budget qui va venir le 19 avril? Moi, je ne le crois pas. Je crois que toutes ces discussions-là vont être reportées après les élections fédérales et qu'on l'a vu avec le budget de l'Ontario hier, celui du Québec d'aujourd'hui et celui du fédéral le 19 avril. Ce sont des budgets préélectoraux et que toutes les décisions difficiles vont être prises après les prochaines élections dans les deux provinces et au fédéral. Donc, je ne crois pas que la porte est ouverte et que les décisions difficiles, comme je vous ai dit, vont être très on s'attend à ce que en 2023-2024, les compressions budgétaires vont être importantes. Oui. L'annonce de la date du budget cette semaine, ça a alimenté évidemment de plus belle les rumeurs d'élections pour le printemps. Mais quand même, le premier ministre Trudeau a tempéré les ardeurs d'élections printanières cette semaine. Il a donné, entre autres, une entrevue à la radio en Estrie où il a dit que ça allait prendre un petit bout de temps. Et là, je le cite, Joël Denis, est-ce que vous croyez toujours en la possibilité d'élection d'ici le 21 juin? Parce que c'est ce que vous pensez depuis un bon bout de temps. Oui, en fait, j'ai parlé des stratèges cette semaine, puis on m'évoquait 2 dates, soit le 7 juin
ou le 14 juin. Donc, il y a des dates qui sont encerclées, mais je vous dirais que vous avez raison de la mentionner. Justin Trudeau fait un peu du tcha-tcha préélectoral. C'est un petit pas en avant, 2 petits pas en avant, 2 petits pas en arrière, selon les entrevues et selon aussi la campagne de vaccination que mènent les provinces. Donc, il a un peu refroidi ses ardeurs quand on a appris qu'il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement à nouveau avec ce qui se passe en Union européenne. On pourrait imposer des restrictions aux exportations du vaccin parce qu'on a de la difficulté à mener une campagne avec succès en Europe, dans certains pays, donc ça pourrait affecter le Canada. Donc, tout ça dépend évidemment sur les succès de la campagne de vaccination. Donc, c'est des variables qui sont entre les mains d'autres personnes que ne contrôlent pas Justin Trudeau, les provinces et les compagnies qui exportent les vaccins au Canada. Mais on peut voir que M. Trudeau laisse tomber des indices. Des fois, il est prêt à y aller. D'autres fois, il ne veut pas y aller. Donc, on verra au fil des mois. Mais c'est sûr que le budget prépare le terrain à un tremplin électoral. Oui. Althia, de votre côté, qu'est-ce que vous comprenez des paroles et aussi des gestes de M. Trudeau par rapport à la possible prochaine élection? Bien, on sait en fait que depuis, ils avaient commencé à se préparer pour une élection à l'automne. Alors, ils avaient une stratégie d'élection virtuelle et puis qui sont encore en train de planifier une élection pour ce printemps. On nous dit qu'il y a des gens autour de M. Trudeau qui sont pas entièrement d'accord, blablabla. En tout cas, peut-être que c'est du spin, peut-être que c'est vrai. On sait que les conservateurs, ils commencent leur fin de semaine d'action cette fin de semaine en train d'identifier leur vote parce qu'on sait aussi que cette fois-ci, il va y avoir beaucoup plus de bulletins par la poste. Les partis politiques veulent avoir en fait tout leur vote identifié avant même que la course débute. Mais à ce point-là, je dirais que l'entrevue qui m'a plutôt marquée cette semaine, c'était une entrevue avec l'ancien chef d'antenne de CBC, Peter Mansbridge, où M. Trudeau a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un nouveau mandat pour son budget du 19 avril. Parce que je pense qu'on a tous pensé qu'il allait peut-être utiliser le budget comme document déclencheur, disant que on avait besoin de la population derrière nous pour dépenser 70 à 100 milliards de dollars de plus pour notre plan après la pandémie, sur quoi on investit, comment est-ce qu'on rebâtit le pays. Puis le fait que M. Trudeau vous dit maintenant qu'il n'y a pas besoin d'un mandat de l'électorat pour ce budget-là, je pense que ça rend les choses un petit peu plus intéressantes. Peut-être que c'est juste un jeu qui se joue durant un gouvernement minoritaire. Conrad, vous en pensez quoi de votre côté? Mais je crois qu'il est évident qu'il veut aller en élection, mais il garde ses options, évidemment, parce qu'il y a une troisième vague qui se pointe et qu'on a vu avec les chiffres au Québec aujourd'hui, ça peut monter très vite. Et donc, c'est peut-être pas ce que l'électorat aimerait avoir, une élection, une période de pandémie. Mais avec les difficultés de M. O'Toole, c'est à peu près c'est difficile, c'est tentant, c'est difficile de ne pas y aller parce que le Congrès des conservateurs en fin de semaine dernière n'a pas été un gros succès pour M. O'Toole et la décision des militants de rejeter la résolution selon laquelle les changements climatiques existent, ça va donner des arguments aux libéraux, évidemment, pour dire que les conservateurs ne sont pas encore sérieux sur cette question-là. Bien, je vais justement terminer avec la décision de la Cour suprême sur la taxe sur le carbone, parlant de changement climatique. Joël Denis, c'est une victoire sur toute la ligne, en fait, pour le gouvernement Trudeau. Est-ce que ça pourrait lui donner des ailes, justement, pour aller rapidement en campagne électorale? En fait, ça clôt le débat juridique, ça c'est une chose, parce que la Cour suprême est le dernier tribunal qui peut rendre une décision en la matière, mais ça clôt pas le débat politique pour autant. Et d'ailleurs, Erin O'Toole a indiqué aujourd'hui, le chef du Parti conservateur, qu'il allait encore abolir cette taxe s'il est porté au pouvoir. Donc, le débat va être présent durant la prochaine campagne électorale, mais M. Trudeau va aussi retrouver sur son chemin certains premiers ministres, Doug Ford, qui n'aime pas cette taxe, évidemment, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, et probablement aussi le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. Mais le débat est loin d'être terminé sur la meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, même si la Cour suprême a rendu ce jugement. Oui, c'est ça, Althia, justement. Quel impact pourrait avoir ce jugement sur les velléités autonomistes de l'Ouest? Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact, vous pensez?
On a vu de Scott Moe et de Jason Kenney qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas encore décidé qu'est-ce qu'ils allaient faire. Alors, on attend de l'information de leur gouvernement d'ici peu. Mais je dirais que la décision était pas surprenante. Si la Cour serait prononcée d'une manière opposée, il y aurait vraiment eu tout un bouleversement ici à Ottawa puis à travers les provinces. Mais qu'est-ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que la Cour est allée très loin pour dire qu'il y avait maintenant ce genre de nouvelle exception à cause de la crise climatique. C'est une crise existentielle, puis que c'était vraiment... c'était une exception peut-être pour pouvoir avoir des normes nationales. Mais comme le dit le juge Brown, qui n'est pas d'accord avec la majorité, est-ce que cette nouvelle pratique va s'imposer aux normes en services de santé? On ouvre maintenant peut-être la porte à quelque chose de beaucoup plus grand qui veut dire qu'Ottawa pourrait jouer un rôle beaucoup plus large dans les juridictions des provinces. Conrad, le mot de la fin sur cette décision de la Cour suprême qui déclare constitutionnelle la taxe du gouvernement Trudeau sur le carbone. Oui, c'est sans doute l'une des décisions les plus importantes depuis 25 ans de la Cour et qui change ou qui confirme, mais qui change la donne entre les provinces et le fédéral et consolide le pouvoir fédéral et le droit du fédéral d'intervenir dans les champs de compétences provinciaux comme l'environnement et selon la Constitution, le paix, l'ordre et le bon gouvernement. Donc, c'est pour ça que le gouvernement du Québec s'est intervenu dans ce procès-là pour prendre la même position que les autres gouvernements provinciaux de l'Ontario et de l'Alberta parce que ça pourrait avoir des répercussions très importantes dans tous les domaines dans les années à venir. Conrad, Althia, Joël Denis, merci beaucoup. Merci pour ces analyses et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Esther. Au revoir. Au revoir. Ailleurs dans l'actualité, un rapport accablant du Conseil national des Canadiens d'origine chinoise de Toronto fait état d'une augmentation marquée des crimes haineux contre la communauté d'origine asiatique au pays depuis le début de la pandémie. J'ai discuté de ce phénomène avec 3 membres de la communauté. Selon le Conseil national des Canadiens d'origine chinoise de Toronto, 1150 incidents et attaques racistes ont été rapportés au Canada depuis le début de la pandémie. Seulement au cours des mois de janvier et février dernier, on en a répertorié plus de 500. Dans 11 des cas signalés, il s'agissait d'agressions physiques violentes ou encore de contacts physiques indésirables. Alors, bonjour à vous 3. Bonjour. Michel-Louis, je vais commencer avec vous. On parle donc de gestes à caractère haineux envers des membres de la communauté asiatique depuis le début de la pandémie. J'aimerais que vous nous parliez de votre réalité. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu vous-même, ce type d'agression? Personnellement, j'ai pas vécu de violence dans mon quotidien. Mais malgré cela, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de commentaires des citoyens, des plaintes qui se sont faites au bureau, à la municipalité. Parce que si je pourrais décrire l'atmosphère en ce moment pour la communauté asiatique, c'est vraiment la peur, l'inquiétude et la tristesse. Donc, ça, c'est la réalité de notre communauté, de les communautés asiatiques. Et quand je dis les, j'englobe vraiment les communautés vietnamiennes, philippines, coréens, car nous sommes très hétérogènes comme communauté aussi. Oui. Winston Chan, je vais à vous tout de suite parce que vous signez une lettre dans la presse d'aujourd'hui dans laquelle vous racontez votre parcours, vous racontez avoir subi du racisme tout au long de votre vie. Jusqu'à quel point ça s'est accentué depuis le début de la pandémie? Je dirais que pendant la pandémie, ça a été une période où ça a vraiment exacerbé les tensions, la haine là, envers les Asiatiques. Je dirais qu'avant la pandémie, c'était plus des microagressions, c'est plus la mesquinerie, la moquerie, la méfiance. Donc, c'est plus c'est beaucoup plus sournois. Mais avec la pandémie, c'est devenu beaucoup plus direct et beaucoup plus explicite. Donc, c'était des attaques. Moi, personnellement, au début de la pandémie, je me rappelle quand je marchais sur la rue, j'entendais des commentaires, j'ai vu qu'il y a une certaine méfiance. Il y a eu un changement au niveau de l'attitude. Donc, c'est ça qui m'a vraiment affecté. Puis, j'ai suivi aussi sur les médias sociaux, aussi dans mon entourage, des gens qui avaient peur
de sortir, surtout les personnes âgées, les femmes. Même à un certain point, il y avait eu des services de raccompagnement. Donc, c'était vraiment cette atmosphère-là qui était invivable. Puis, qu'est-ce qui était plus invivable? C'était vraiment le silence du premier ministre François Legault, où ce qui n'a pas condamné, n'a pas dénoncé, n'a pas lancé un appel au calme, alors que le premier ministre Trudeau et la mairesse, la mairesse de Brossard, la mairesse de Montréal, ont vraiment appelé au calme et dénoncé ces gestes-là. Faux Niemi, vous êtes porte-parole d'un organisme qui se consacre aux relations raciales. On sait qu'il y a eu d'ailleurs une manifestation en fin de semaine à ce sujet au centre-ville de Montréal. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Qu'est-ce que les gens vous disent? Je crois que les gens deviennent de plus en plus inquiets, d'une part, et d'autre part aussi en colère contre la violence gratuite, contre la haine raciale, contre aussi le fait que on vise surtout les plus vulnérables des vulnérables. On vise surtout les personnes âgées, les femmes, aussi les jeunes enfants. Je crois que ce genre d'actes haineux et même de crimes haineux viennent perturber non seulement la sécurité des gens, le sentiment de sécurité, mais aussi de plus en plus la cohésion sociale. Il faut dire aussi que la COVID-19 aussi constitue une sorte de menace pour le bien-être de beaucoup de gens. Je crois que toutes les personnes âgées se sentent menacées par la COVID-19, mais à l'intérieur de cette population âgée-là, il y a aussi des personnes âgées qui sont doublement ou 3 fois beaucoup plus désavantagées à cause du fait que ce sont des gens, que ce soit nouveaux arrivants ou les personnes qui se sentent isolés avec la pauvreté et tout ça. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens noirs, asiatiques aussi, qui sont âgés, qui sont 2 fois, 3 fois beaucoup plus négligés dans toute cette pandémie. Oui, c'est ça. Et cette pandémie a exacerbé justement les inégalités entre les différentes communautés. J'aimerais, maintenant qu'on a fait le constat de cette situation, qu'on parle des solutions possibles. Le NPD, ici à Ottawa, vient de déposer une motion commune pour que le Parlement canadien s'attaque finalement à ce problème. Il propose, entre autres, de créer des unités spécialisées pour lutter contre les crimes haineux. Propose aussi de faciliter les signalements de crimes haineux. Michel Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous proposez autre chose pour tenter de contrer le problème? Je pense que dans l'article de mon ami Winston a très bien diffusé ce message. Premièrement, il faut le reconnaître. Il faut que le gouvernement québécois reconnaisse qu'il y a du racisme systématique. Il faut le reconnaître, mais aussi il faut le dénoncer quand on le voit. On peut le voir dans les rues, dans les métros, dans les cours d'école, et c'est très important de pouvoir partager ce message. Oui. Puis ensuite, troisièmement, pour mon pouvoir, dans le fond, c'est vraiment un plan d'action. Un plan d'action dans les grandes entreprises, dans les PME, dans les institutions, de vraiment avoir un plan avec RH pour dénoncer ces faits, mais également de revoir tout ce qui est politique contre le racisme dans le côté privé et public. Oui, donc autant du côté des entreprises que Absolument. Dans le côté public qu'on en occupe. Winston, justement, vous écrivez dans votre lettre que les différents paliers de gouvernement doivent travailler ensemble pour faire quoi, selon vous, au juste? Oui, qu'est-ce que c'était proposé au niveau d'avoir des bonnes ressources pour les unités contre les crimes haineux, oui. Mais aussi, il faut penser aussi à long terme, comme avait dit Michel, au niveau des entreprises, au niveau dans le milieu de travail, d'avoir vraiment laisser un place de respect et aussi qu'il n'y ait pas de mauvais, de préjugés, de discrimination. Aussi, une des choses qui est aussi, c'est des stéréotypes aussi qu'il faut tenir compte. Par exemple, pour les femmes asiatiques, ils sont perçus comme des objets sexuels. Donc, ça, donc, il y a toute une question aussi d'harcèlement sexuel aussi. Donc, il faut mettre ça en ligne de compte aussi. Donc, c'est vraiment aller à long terme. C'est vraiment aider essayer aussi de laisser la place aussi aux personnes d'origine asiatique, surtout dans les médias, dans le monde des affaires, dans les arts aussi, où est-ce qu'on peut avoir plus de visibilité pour les personnes asiatiques. Oui. Faux Niemi, on met l'accent beaucoup sur l'importance d'encourager les victimes à porter plainte auprès de la police. Je me demandais, est-ce qu'il y a une réticence dans la communauté asiatique à porter plainte auprès des policiers?
Il y a toutes sortes de barrières culturelles et linguistiques. Il y a barrières aussi sociales. Nous, on a travaillé depuis plus de 25 ans sur le dossier de crimineux qui touche la communauté noire, la communauté arabe musulmane, beaucoup de communautés. Mais pour la communauté asiatique en particulier, c'est entre autres une sorte de peur, de crainte, de résistance. Il y a aussi une question de méfiance des instances policières et judiciaires. Donc, il faut trouver des moyens pour aider les gens à surmonter les obstacles de réticence, de manque de confiance. Et en même temps, qu'il faut que les institutions judiciaires et policières fassent ce qu'on appelle en anglais le outreach. Il faut sortir des bureaux pour aller rejoindre les gens sur le terrain. C'est pour ça que nous avons revendiqué pour Montréal, à titre d'exemple, une unité de lutte contre les crimineux, doter les policiers qui viennent des communautés, qui connaissent les communautés. Malheureusement, notre proposition aujourd'hui a été rejetée par le conseil municipal de la ville de Montréal, ne trouvant pas que c'est assez, disons, pressant d'avoir une telle démarche. Donc, on va trouver d'autres moyens pour le faire. Mais je crois qu'il faut souligner aussi que l'accès à la police, c'est une chose. Accès à la protection contre la discrimination, par les biens, entre autres, de la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, c'est aussi une priorité. Or, la Commission, de plus en plus, ne représente plus les victimes de discrimination, des actes haineux devant le tribunal des droits de la personne. Et ça aussi, ça décourage les gens à porter plainte. Oui, on verra en fait si et comment les différents paliers de gouvernement vont s'attaquer au problème. Entre-temps, Michelle, Winston et Faux, merci de nous avoir éclairés sur votre situation. On espère vous recevoir bientôt pour en parler davantage, pour voir peut-être les progrès éventuellement. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Le gouvernement Trudeau a voulu se faire rassurant alors que l'Union européenne et l'Inde menacent de resserrer leurs exportations de vaccins le temps de lutter contre une troisième vague de la pandémie. Le premier ministre assure que le Canada a obtenu les garanties que ces livraisons ne seraient pas affectées. Monsieur le Président, la meilleure façon de rassurer les Canadiens, c'est de leur donner leur juste. Ce que le premier ministre n'a pas fait. Souvenons-nous, en décembre, il était tout fier de dire « ça y est, les vaccins arrivent », puis en janvier, on a été 10 jours sans avoir de vaccin, puis il n'était pas capable d'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est l'Inde, et il y a quelques heures, l'Union européenne a annoncé des mesures d'exportation plus strictes pour les vaccins. Monsieur le Président, au-delà des belles paroles, quel est le plan de match précis du premier ministre pour rassurer les Canadiens si oui ou non, ils vont avoir droit aux vaccins auxquels ils s'attendent, et particulièrement aux vaccins pour la deuxième zone, Le très honorable Premier ministre. On a vu ça des conservateurs il y a peut-être un mois et demi, quand l'Union européenne a d'abord parlé de potentielles restrictions. Ils se sont mis à crier, ces politiciens conservateurs, disant que les Canadiens vont plus avoir de vaccins, on va être mal pris. Et nous avons pu rassurer les Canadiens que, effectivement, on peut les assurer qu'on va continuer à recevoir les vaccins. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On va continuer de recevoir les vaccins et on travaille très proche avec le gouvernement indien, avec les leaders de l'Union européenne pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interruption aux vaccins qui viennent vers le Canada. Et le vaccin d'AstraZeneca s'est encore une fois retrouvé sur la sellette alors que Santé Canada a publié de nouvelles directives pour les professionnels de la santé. Cela s'ajoute à d'autres informations inquiétantes. J'ai donc fait le point avec la docteure Nathalie Granvaux, qui est spécialiste en médecine moléculaire. Bonjour, Dr Granvaux. Bonjour, Mme Bégin. Sur ce vaccin d'AstraZeneca, justement, je le disais, les craintes sont nombreuses, entre autres parce que les États-Unis ont affirmé que les résultats annoncés par la pharmaceutique au sujet de l'efficacité du vaccin pourraient avoir été basés sur des informations obsolètes et incomplètes. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Je dirais que c'est vrai que la communication et tout ce que fait AstraZeneca les derniers temps est un petit peu, des fois, pas parfait et donc ça donne de l'hésitation beaucoup. Moi, je suis pas inquiète du tout, considérant la quantité de personnes à travers le monde qui ont été vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca. On parle d'une vingtaine de millions en Europe, encore plus en Inde, et tous les résultats en fait du terrain supportent l'efficacité du vaccin pour éviter les hospitalisations et les décès. Donc, le terrain nous démontre que tout est correct. Donc, il y a aussi certains pays d'Europe qui ont pris récemment la décision de suspendre temporairement le vaccin d'AstraZeneca à la suite de cas, on rapporte graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui avaient reçu le vaccin. L'Union européenne et l'OMS ont par la suite réaffirmé que le vaccin est bel et bien sécuritaire. Est-ce que quand même ces décisions-là, ça vient créer de la confusion dans la population générale?
Bien, il semblerait que oui, effectivement, que en fait la population, que les gens ont pris cela comme avec des craintes plutôt que quelque chose de rassurant, comme quoi il y avait une surveillance et que si quelque chose apparaissait, nos organismes de sécurité finalement sanitaire prenaient ça en compte et observaient. Et je pense que l'idée en fait en Europe au début était justement de danser le message de on continue de surveiller les cas, les problématiques qui pourraient apparaître et de prendre le temps de les analyser. Et en fait, ça a fait tout l'effet inverse, alors que l'idée de départ était vraiment de rassurer la population. Oui, et sur les études cliniques maintenant qui sont disponibles sur l'efficacité des vaccins en général, si on regarde l'efficacité de Pfizer, Moderna, selon les études, ça dépasse les 90 % contre 62 % pour AstraZeneca. Est-ce qu'on doit comprendre que ce vaccin est moins efficace ou on lit mal la situation? En fait, on lit mal la situation. Il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Premièrement, les tests pour le vaccin d'AstraZeneca ont été faits dans plusieurs pays dans lesquels il y avait déjà aussi des variants qui diminuent un petit peu l'efficacité, comme c'est aussi le cas pour le Pfizer ou le Moderna, même si ça reste très efficace, mais il y a quand même une petite diminution. En plus de ça, les paramètres qui ont été utilisés par AstraZeneca pour mesurer l'efficacité ne sont pas les mêmes que pour Pfizer et Moderna. Et en fait, quand on compare la protection contre les hospitalisations et les décès, le vaccin d'AstraZeneca est au-dessus de 80 % pour ces paramètres-là, qui se comparent avec le Pfizer et le Moderna. Est-ce que vous prendriez ce vaccin d'AstraZeneca, vous, si vous était offert? Ben, en fait, je vais vous répondre un peu autrement. Je dirais que je le recommande fortement à mes parents, mais au Québec, ici, le comité d'immunisation du Québec a décidé pour l'instant de ne pas le donner aux personnes immunocompromises et je rentre dans cette catégorie. Alors malheureusement, je vais devoir attendre d'en avoir un autre. Bon. J'aimerais maintenant vous entendre sur la vaccination en général, parce que vous nous avez rassuré sur le AstraZeneca. Il y a 12 % de la population qui est vaccinée actuellement, qui a une première dose au Québec, qui a reçu une première dose. Au Canada, c'est un peu moins. Est-ce que vous trouvez que la vaccination avance vite au Canada? Je dirais qu'elle avance vite avec les doses qu'on a reçues. C'est quand même le système s'est mis en place efficacement. Moi, ce qui me rend un petit peu plus insécure, je dirais, par rapport à l'état de protection de ces 12 %, c'est que notamment au Québec, on s'entend que la totalité de ces gens n'ont reçu qu'une seule dose pour le moment et qu'on sait que un certain nombre de ces personnes n'auront pas une protection complète si ce n'est pas de protection. Donc, je pense que j'aimerais que ça aille plus vite, compte tenu du fait aussi qu'on le voit, les variants, dont le variant britannique, se propagent de plus en plus. Mais je pense qu'une fois que les doses arrivent au pays, en fait, la vaccination, le fait de prendre la dose et de l'amener jusque dans le bras d'une personne, ça se fait relativement bien. Au Québec, on le voit, on a les centres de vaccination, mais on a maintenant les pharmacies qui sont rentrées, qui se sont mises en place. On a également des centres qui ont été vaccinés sur place, notamment pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Je pense que tout est mis en place pour que ça fonctionne de ce côté-là. Et sur le taux de vaccination nécessaire pour atteindre l'immunité collective en attendant que tout vraiment soit déployé à plein régime, alors que la prolifération des variants s'accélère, vous le disiez un instant, quel pourcentage de la population devrait être vaccinée pour finir par arriver à une immunité collective parce qu'on est dans une course contre la montre? Mais c'est sûr qu'on s'attend toujours à avoir un besoin d'une protection, en fait, de 70-80 % de la population. Et ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on soit rendu avec toutes ces personnes-là qui ont eu leurs 2 doses. Il y a l'aspect aussi qu'il faut compter quand on parle de nos 80 %, ça compte les enfants. Et pour l'instant, les tests cliniques ne sont pas terminés pour vérifier que les vaccins disponibles actuellement peuvent être donnés de manière sécuritaire aux enfants, mais ça s'en vient. Donc, on devrait, je dirais, il nous reste encore au moins le reste de l'année pour vacciner toute cette population correctement, je pense. Donc, il va falloir vraiment prendre notre mal en patience. Encore, comme on dit, docteur Nathalie Granvaux, merci encore une fois pour vos lumières. C'est toujours très apprécié. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.